Bonjour, je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos évolutions et nos transformations intérieures. Parce que nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Ici, vous entendrez des témoignages de femmes et d'hommes de tous les âges et à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront une expérience, un projet, une découverte, une passion ou une épreuve qui les a bouleversés dans leur lien aux autres et à eux-mêmes. Leurs voix nous confieront leurs questionnements, leurs doutes, leurs joies, leurs révélations. Une chose les relie, leurs expériences, quelles qu'elles soient, sont fécondes. À travers leurs témoignages, vous allez explorer la possibilité que nous portons tous de nous réinventer, de trouver notre second souffle, de créer, d'aller puiser en soi ce que nous ignorions jusqu'ici. Ce qui nous lie, c'est aussi l'histoire de ce lien qui se tissera entre vous et mes invités, tout comme les raisons qui me poussent à aller recueillir leurs témoignages. Alors je vous laisse entre de bonnes voix. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous et laissez-moi vos étoiles et commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aide à donner de la visibilité à Ce qui nous lie et surtout ça m'encourage beaucoup. Je rencontre Sophie Charlotte par l'intermédiaire de son compte Instagram. Son compte, elle l'a nommé V comme vie. Maman de 3 enfants, Sophie Charlotte perd brutalement son mari alors que celui-ci est en voyage professionnel. Face à un tel fracas, comment comprendre l'association de Sophie Charlotte entre la première lettre du mot veuve et le mot vie ? Son témoignage commence ici. Vous allez découvrir sa voix, son timbre, qui ne laisse pas indifférent. Vous allez voir, elle porte une force bien particulière, une volonté. Sophie Charlotte nous parle d'amitié, d'amour, de rencontres, de tous ces liens qui font sa force et son souffle, mais aussi de son choix, celui de ne pas se laisser consumer par son deuil, mais de le traverser. Je suis Sophie Charlotte, j'ai 42 ans et je suis formatrice dans l'enseignement supérieur auprès de jeunes en alternance. Qu'est-ce que ça représente pour toi de témoigner aujourd'hui sur Ce qui nous lie ? Vraiment un partage d'expérience, que ce que j'ai vécu puisse faire écho chez d'autres femmes et puisse être utile dans leur traversée aussi à elles. C'est moi donc qui t'ai contactée car j'ai découvert du coup ton parcours à travers ton compte Instagram que tu as nommé V comme vie. J'ai envie de te demander ce choix de nom, qu'est-ce qu'il exprime pour toi ? Très vite, très jeune aussi, le mot veuvage m'a toujours un peu débecté, écœuré. C'est pas très joli. Je voulais garder ce début de mot, donc le V, et le transformer en quelque chose de positif. Et donc V comme veuve, c'était pas hyper chouette. Et comme il y avait une volonté d'être hyper positive, j'ai cherché les autres mots qui commençaient par V, et vie s'est imposé. Donc ça s'est transformé en V comme vie. Alors il y a des souvenirs et des moments justement dans nos vies qui continuent de vivre en nous et qui subsistent à l'absence. Comment vous vous êtes rencontrés alors avec ton mari ? Est-ce que tu te souviens de ce jour où tu l'as vu pour la première fois ? Ah oui. Alors pour tout te dire, on était dans un pub, l'un des seuls pubs anglais à l'époque qu'il y avait, parce que moi j'habite en Normandie. C'était un peu notre pub habituel avec mes copines. On fêtait le CDI d'une amie. Et donc, logiquement, on finit dans ce pub. Et autour de ce bar en bois à l'anglaise, et je dis au barman que je connaissais bien, « Pascal, c'est qui ce mec au bout du comptoir ? Je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il fait avec son costard ?» Il dit « Ah, lui, il est nouveau, il est anglais. » Ah, je dis « Va lui dire que j'ai horreur des Anglais. » Moi, je devais quand même être déjà bien avancé dans la soirée. Voilà, moi je continue ma soirée, et à un moment donné, quelqu'un me tape sur l'épaule, et je me retourne, et il me dit en anglais « So apparently you hate English people. » Je lui dis « Merde, l'anglais est derrière moi, et... Voilà, et donc en fait la conversation a commencé comme ça avec Ben sur le fait que... Et il me dit « Mais pourquoi en fait ? Est-ce que tu peux développer pourquoi tu détestes les Anglais ?» Et en fait, il m'a un petit peu séché et j'étais là, parce que je conduisais à gauche, il me dit « C'est tout ce que tu as à me dire ?» Et en fait notre conversation elle a commencé comme ça. Et toi, t'as quel âge à ce moment-là de ta vie, ouais ? Je suis jeune, j'ai j'avais 22 ans. Ouais. Ok, 22 ans. Ouais.
Et lui en avait fêté ses 30 ans. Ok. Donc j'étais une jeunette pour lui, j'étais encore étudiante. Vous vous mettez en couple en fait? En fait, on finit la soirée tard ou tôt le matin, on fait du karaoké, on s'amuse, je crois qu'on finit en boîte. Et lui voyage beaucoup pour le boulot, donc on se voit par intermittence, rien de très sérieux au début. Et puis, de fil en aiguille, ça devient plus sérieux. Et 6 mois après, à peu près, 9 mois après, rapidement, il me dit que je peux m'installer chez lui. 9 mois après notre rencontre, il développe une épilepsie assez rare. Et je crois qu'il comprend à ce moment-là qu'en fait, je suis plus que juste une midinette ou une étudiante et que je suis capable d'avoir une relation sérieuse, puisqu'en fait, c'est moi qui vais gérer ses problèmes de santé dans un pays qu'il connaît depuis peu. En fait, ça fait 1 an qu'il est en France. Donc je crois qu'en fait, je l'ai impressionné à ce moment-là et qu'il a compris qu'il pouvait vraiment compter sur moi et que, pareil, c'était pas juste, tu vas me dire, au bout de 9 mois, c'était plus l'histoire d'un soir, mais que ça pouvait en fait aller plus loin. Ça marque un tournant dans votre relation. Oui, parce qu'en fait, sa fille est touchée de plein fouet quand à 30 ans, tu développes une épilepsie très particulière et vraiment vraisemblablement symptomatique de quelque chose de plus grave. Voilà, ça l'a beaucoup interrogé sur lui. Et puis, quelque part, il se rend compte qu'il est pas forcément autonome, dépendant. Enfin, c'était une situation complexe et où, en fait, finalement, vraiment, notre relation sérieuse, elle est née de ça, en fait. Donc on lui donne un lourd traitement qui fonctionne bien, mais on m'avait prévenu qu'il jouerait sur sa personnalité, sur des sautes d'humeur notamment. Et en fait, à partir de là, on a vécu comme une formalité. J'allais chercher les médicaments, il fallait absolument qu'il ait ses médicaments si on ne pouvait pas vivre. En fait, l'épilepsie, elle ne s'arrête pas. L'activité neurologique anormale, elle continue. Donc il fallait absolument ce traitement. Et en fait, c'est rentré dans notre quotidien au point où on l'a complètement oublié. Où je l'ai complètement oublié, jusque récemment, 2018-2019, où je comprends qu'en fait, il est peut-être arrivé sur cette date de péremption dont m'avait parlé le neurologue. On m'avait dit, au bout d'un moment, le traitement commence à avoir des effets vraiment négatifs. D'accord, c'est-à-dire alors quand tu dis... Des changements de personnalité, des sautes d'humeur, des changements de regard, pour être très irritable, et je pouvais lier ça au stress de son travail, puisqu'il avait un travail très stressant. Et c'est à ce moment-là que je commence à refaire le lien avec ce qui m'avait été dit 15 ans plus tôt. C'est préoccupant, mais il va revoir son neurologue, et le neurologue confirme qu'effectivement, il n'est pas seul patient dans ce cas. Et moi, je comprends que c'est pas de sa faute, en fait. Alors qu'en fait, je le rendais responsable de sa mauvaise humeur, dans son état quelquefois incontrôlable, il pouvait être violent dans ses paroles, mais en fait, il maîtrise pas ça, en fait. Et comment ça se passe alors du coup dans les mois qui arrivent quoi ? Suite à, justement tu dis on arrive à la fin d'un cycle, je vois bien que les traitements fonctionnent plus comme avant, il continue à travailler, comment ça se passe ? Il prend conscience que ça l'affecte et que ça peut jouer sur notre relation. Et c'est la discussion avec le neurologue qui lui fait prendre conscience de ça. Et en 2019, il a une volonté de ralentir. Il sent bien qu'il a vieilli. Il voyage énormément. Les décalages horaires jouent beaucoup. Il a une volonté de lever le pied. Sauf que dans le business où il était, on ne lève pas le pied du jour au lendemain. Donc il finit 2019 comme ça avec cette volonté de... 2019 est derrière moi, 2020 va être une bonne année. Je pars sur des bonnes bases. Il me le dit, il me dit 2020, je le sens bien, ça va être une bonne décennie. Il part pour sa mission. Il avait 10 jours de voyage entre le Moyen-Orient et l'Asie, et il repart carrément regonflé pour son voyage d'affaires. Il atterrit le mercredi soir à Doha, et il me dit I made it. Je suis arrivé vivant. Le jeudi soir, donc le 13 au soir, c'est là où je reçois un coup de téléphone qui change tout, et il y a beaucoup de facteurs qui ont joué dans cet arrêt cardiaque qu'il a fait dans la nuit du 13 au 14 février, et donc il est décédé le jour de la Saint-Valentin en 2020. Et donc ce jour-là, tu reçois un appel du coup de l'étranger ? Oui, donc de son collègue qui me dit « Sophie, Ben vient de faire un arrêt cardiaque, mais t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains ». Et donc dans la nuit, je vais recevoir des SMS qui me tiennent informé de l'état, et en fait son état se dégrade à partir de minuit, et à 4 heures, je reçois l'appel en me disant « Sophie, I'm so sorry ». J'étais dans le taxi qui m'amenait à l'aéroport pour le rejoindre, et en fait je venais tout juste de partir de chez moi, donc je demande au taxi de faire demi-tour et de me ramener à la maison, parce qu'en fait j'ai le choix de rejoindre mon mari mort à Doha,
ou de retourner à la maison et d'être aux côtés de mes enfants. Et je me dis que je ne peux pas les laisser seuls, ils viennent de perdre leur père et ils ont besoin de leur mère. Et puis je me dis que Ben est grand et qu'il ne m'en voudra pas de rester seul à la morgue de l'hôpital de Doha. Donc je choisis de revenir auprès de mes enfants. Donc je rentre à la maison et j'annonce ça à ma mère qui était là et qui les gardait et qui me répond « Non mais c'est pas possible, pas encore ». Elle ne pouvait pas imaginer que quasi 20 ans après le décès de mon père, on revivrait quelque chose de similaire, quoi, la mort d'un homme qui était notre moitié, quoi. Et après, je l'annonce à ma fille qui ne dormait pas. Et puis, j'ai attendu le réveil des enfants, des garçons, pour leur annoncer. À ce moment-là de ta vie, du coup, tout bascule hyper violemment, quoi, en fait, du jour au lendemain. Sur qui tu peux compter ? C'est génial parce que dans ce moment-là, en fait, tout le monde est là. Je préviens rapidement mes cousins. En fait, ils sont tous là, ils arrivent tous. Par chance, même mon cousin parisien est dans le coin. Parce qu'en fait, on est pendant les vacances de février. Et le matin, tout le monde est mobilisé. Et quand les enfants descendent, il y a tout un comité d'accueil. Et donc, je vais être beaucoup soutenue. Ma mère va beaucoup m'aider pour les démarches. J'ai une amie aussi qui parle anglais, parce que mon mari était anglais, qui va pouvoir traduire beaucoup de choses. Mes beaux-parents débarquent d'Angleterre en France. Et en fait, il va s'en suivre 15 jours de rapatriement, quand même, très compliqué. Mais là, les gens sont présents. Là où ça se complique, c'est qu'en fait, on se rapproche de mars 2020 et que moi, je ne prête pas attention, mais on commence à parler du Covid. Et quand je commence à ouvrir un peu mes oreilles, on est le 14 mars, une fois que son incinération et sa cérémonie d'hommage en Angleterre ont lieu. Et en fait, on est à 2 jours du confinement mondial. Je comprends pas trop ce qui m'arrive et puis à partir de ce moment-là, on se retrouve confiné, comme tout le monde chez nous en fait. D'accord, donc tu es confinée chez toi avec tes 3 enfants. Avec mes 3 enfants, toute seule. Comment tu as vécu cette période ? Mal, très mal. A posteriori, j'ai encore beaucoup de colère contre cette période. Mais pourtant, quand on y repense avec les enfants, on a des belles images, tant mieux. Parce que comme beaucoup de personnes ont eu de la chance, on le dit, hein, la météo a été de notre côté, donc on a pu vivre dehors. On avait la chance d'avoir un jardin, des animaux, espèce de parenthèse qu'on probablement ne retrouvera jamais dans nos vies. Mais on est en vase clos. Et les nuits, les soirées sont compliquées. Les enfants pleurent beaucoup. Pour eux, il y a une logique, ou en tout cas une cause à effet entre papa est mort et le monde entier est confiné. Et en fait, il n'y a aucun lien entre les deux. Souvent, on rigolait en disant que peut-être Ben était le patient zéro, mais pas du tout. Ils ont du mal, le plus petit a du mal à faire la différence. Mais pourquoi papa est mort et on n'a plus le droit de voir personne ? Donc c'est très compliqué. Et ça dure. Donc on les fait tenir, je les fais tenir de 15 jours en 15 jours, des appels Skype ou autres. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de beaucoup de présence physique. Ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de voir du monde, ils ont besoin d'une présence autre que celle d'une mère complètement assommée par le deuil et ce qui vient d'arriver, quoi. Donc on est en plein confinement. Comment tu maintiens le lien avec l'extérieur ? Qu'est-ce qui te fait du bien ? Qu'est-ce qui te réconforte ? De quoi tu as besoin ? Alors il y a ces fameux apéros en ligne, mais je vois bien que je suis complètement décalé par rapport à la famille. Je fais des blagues très déplacées en rapport avec le décès. J'ai beaucoup de mal à entendre que les autres puissent se plaindre de leur situation, confinés avec leur mari. Moi, j'adorerais être confinée avec mon mari. Ce qui me fait beaucoup de bien vers l'extérieur, c'est Instagram. C'est beaucoup ce réseau social où, en fait, je vais faire la rencontre d'autres veuves et échanger avec des personnes qui ont vécu un deuil, soit la perte d'un parent. On va me conseiller des lectures. Je me rappelle d'une stagiaire que j'avais eue, Alice, qui a perdu ses grands-parents, genre en l'espace de 6 mois, elle a perdu son grand-père et sa grand-mère. Elle m'avait dit à l'époque, c'est bête, mais ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était Instagram, et de regarder des jolies photos. Et en fait, c'est ça que j'ai vécu. Le partage en ligne, de belles choses, des inspirations, mais aussi des partages de tranches de vie, et tu te rends compte que t'es pas la seule à avoir vécu ce que tu as vécu. Et ça m'a beaucoup aidé.
Et puis aussi l'écoute de podcasts. Alors là, tu n'es pas vraiment dans un échange puisque tu écoutes, mais tu as quand même un rapport avec un média extérieur, avec une personne étrangère. Et j'ai découvert pas mal de podcasts à ce moment-là. Et donc je me revois tondre, parce que du coup, il fallait que je tonde la pelouse. Mais ça va, moi, ça me plaît bien. Donc j'étais sur mon tracteur avec les écouteurs et un podcast dans les oreilles. Et à ce moment-là, du coup, toi, tu arrives un petit peu à exprimer ce que tu ressens à tes proches. Est-ce que tu as l'impression d'être soutenue, d'être comprise, d'être accompagnée dans ce moment où chacun est chez soi et doit rester chez soi? J'ai un humour très très particulier. D'ailleurs, mes enfants ont un petit peu de mal avec cet humour autour du veuvage et de la mort. Je crois que du coup, je peux mettre les personnes très mal à l'aise. Mais j'ai la chance d'avoir des voisins qui sont hyper présents. De toute manière, ils sont confinés comme moi en face, mais là, clairement, on ne va pas respecter le confinement et heureusement qu'ils ont été là. Le titre de le nom de ton podcast, Ce qui nous lie, et je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours envoyé à mes voisins. Parce qu'à la base, ce sont des voisins. Alors, on avait sympathisé avec eux, mais ce qui nous a liés cette nuit-là, parce qu'en fait, ma voisine Betty, elle débarque à 4h du matin, elle rentre de soirée, elle rentre d'un concert, et elle arrive en apprenant que Ben a fait un arrêt cardiaque, parce que c'est ça. J'ai reçu le coup de fil, et je suis toute seule à la maison avec les enfants, et le réflexe que j'ai, c'est d'appeler mon voisin. Et Cédric est tout seul, donc il vient, il débarque, on sert un coup, et j'en oublie presque que Ben a fait un arrêt cardiaque. Et Betty est en soirée, et Betty, elle va arriver dès qu'elle rentre. En fait, Cédric lui dit, Ben a fait un arrêt, donc elle, au lieu d'aller se coucher, elle rentre, elle arrive à la maison. Mais moi, je viens d'apprendre que Ben est décédé. Et elle arrive et elle apprend en direct que Ben est décédé, quoi. Et alors là, je crois que ça, c'est un truc qui nous lie, mais à vie, quoi. Elle a été là dans les 20 minutes qu'on suivit l'annonce du décès. Et elle s'est pris une claque. Elle me dit, j'ai été saoulée directement. Et là, elle a été présente. En plus, ça fait son anniversaire 2 jours après. Et eux, ils vont être, de par leur localisation géographique, ils vont être présents pour moi. Ils vont m'écouter. Et ça, c'est un truc qui nous lie à vie, quoi, en fait. Et puis il y a aussi les à côté, les maladresses, la gêne, la pudeur des autres, qui peut parfois modifier le lien, la relation, et qui peuvent aussi parfois l'étioler. Tu l'as vécu ça, toi ? Peut-être un peu quand les coups de fil ont commencé à s'espacer, parce qu'au début on va être présent. Et puis après, tout le monde reprend aussi son quotidien, même si tu as un quotidien confiné. Les messages se font plus rares. Et puis, je me mets à leur place, parce que ça m'arrive aussi, là, tu vois, en début d'année, tu te dis, oh là là, faut que je souhaite... Est-ce que je souhaite une bonne année à cette personne, alors que je sais que sa femme est malade, alors que je sais qu'ils vivent une épreuve, comment on trouve les mots. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une certaine peur de pas savoir quoi dire, de mal dire. Donc, on préfère ne pas dire plutôt que de mal dire. Et toi, comment tu le vis, ça, dans ton entourage proche ? Du coup, je pense que je suis encore très... Je vais envoyer des messages en disant « T'as oublié ta cousine veuve, là, ou quoi ?» Et puis ta copine veuve, là, tu crois qu'elle n'a pas besoin ? Enfin, voilà, j'allais rapporter. Et donc, du coup, peut-être que ça décoinçait un peu les gens. Mais non, forcément, tu sais bien que t'es ma meilleure cousine veuve. Et voilà, ça... Souvent, j'ai eu l'impression de faire, de renouer moi, ou de dire c'est ok, tu veux me parler, ou ce serait bien que tu m'appelles. Mais bon, à côté de ça, il y a quand même des gens qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont réussi à nouer un dialogue sur le long terme, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, pour toi, est-ce que tu dirais que les autres attendent parfois un signe, aussi petit soit-il, oui, je pense. qui donne justement cette autorisation d'y aller, de parler, d'oser mettre des mots sur sa peine, l'affection qu'on se porte, sa disponibilité, tu vois. Ouais, j'ai vécu ça, je crois, au 14 février dernier. Donc il est mort le jour de la Saint-Valentin, comme je te disais. Bon, c'est pas une date que tu peux oublier. Enfin, c'est une date qui, de toute manière, t'as des cœurs partout et tu te dis, putain, il est quand même mort le jour de la Saint-Valentin d'un arrêt cardiaque. Je pense que c'est une date que tu n'oublies pas. Et donc, l'année dernière, ça faisait 3 ans et j'ai peu reçu de message. Et je me dis, les gens, ils sont quand même... ils pourraient faire un effort. Et en fait, j'ai une amie sur un groupe WhatsApp de copines qui a envoyé juste un cœur. Et du coup, ça a débridé les autres en disant, heureusement que tu as fait le premier pas parce qu'on ne savait pas comment, alors qu'on a pensé à toi toute la journée, mais on n'osait pas.
pense qu'ils ont besoin en anglais on parle d'un nudge, c'est juste un petit coup de pouce pour passer à l'action et pas avoir peur de mal faire. C'est ok d'envoyer, en plus on n'a plus besoin de parler, avec un smiley ça suffit. T'en as plein qui sont hyper expressifs. Moi j'aime bien celui qui fait des câlins, celui qui envoie des cœurs, donc t'as des étoiles également, donc à défaut de pouvoir mettre des mots, les smileys permettent au moins de montrer ta présence. Mais c'est pas forcément facile aussi d'accepter ça, parce que parfois aussi c'est tu vois, ce sont les gens de qui tu es le plus proche, dont tu attends le plus. Et parfois aussi découvrir que dans ce processus, tu vois, de disparition, même ceux dont tu es le plus proche et dont tu attends le plus peuvent peiner à se manifester. C'est pas simple. Je crois qu'aujourd'hui, là, ça va faire 4 ans. J'ai appris aussi que chacun fait à son niveau, comme il peut, à ses propres difficultés. Et j'essaye de ne pas comparer, même si je me dis j'ai quand même vécu quelque chose de plus difficile. Mais en fait, non, c'est très personnel et que chacun fait comme il peut. Mais clairement, il y a des liens qui vont se défaire et puis des distances qui se prennent, qui se seraient peut-être aussi prises sans ce décès-là. Souvent, on me l'avait dit. Mais c'est vrai, les gens finalement ne changent pas, c'est pas un décès qui va les faire changer, parce que ce décès ne joue pas dans leur quotidien. Puis il y a aussi donc ce temps qui passe et qui agit directement sur la façon dont les autres interagissent finalement avec nous dans ce genre d'épreuve, comme si la peine et le chagrin... tu vois, s'estomper un peu et devait prendre de moins en moins de place et que la vie reprenait un peu ses droits. Comment tu le vis, toi ? Parce que quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit des mots qui m'ont marqué. Tu m'as parlé d'handicap invisible. Qu'est-ce que tu veux exprimer à travers ces mots ? Alors, je n'aurais pas osé l'utiliser si je n'avais pas un vrai handicap invisible, vrai handicap. En 2021, on m'a découvert une surdité partielle, donc 1 an après le décès de Ben. Et là, pour le coup, effectivement, d'être malentendant, c'est un handicap invisible. Mais en fait, effectivement, aujourd'hui, dans nos sociétés, le deuil, on ne va plus le porter comme on le portait avant. Tant mieux peut-être dans un sens, mais n'empêche que... il est invisible aux yeux des autres et que des nouvelles personnes que je vais rencontrer aujourd'hui ne vont pas connaître ma situation, peuvent être maladroites. Ce deuil est invisible. Là où c'est un handicap, c'est que pour avoir une vie active, quand tu es seul à gérer 3 enfants, c'est compliqué parce que tu as des obligations horaires, des obligations logistiques que tu es seul à assumer. Alors même si tu demandes de l'aide à droite, à gauche, c'est toujours très compliqué. Tu aimerais rester à la réunion jusqu'à 20h, mais en fait, la garderie elle ferme à 18h30. Et tu as besoin de cet argent de toute manière parce que c'est le revenu qui reste. Et puis, tu portes des enfants orphelins de père qui vivent un deuil également. Donc, tu as un poids dont tu ne peux pas te décharger. Et c'est en ça, et en fait, l'expression n'est pas de moi, mais du podcast Les Équilibristes, elle me dit finalement, tu es dans une situation limite qui rappelle le handicap invisible. Tu portes quelque chose de lourd. Tu ne peux pas te débarrasser d'un deuil et de la perte du parent de tes enfants. Je pense que je m'autorise à utiliser l'expression parce que je suis aussi malentendante, mais je l'aurais peut-être pas. Il vient pas de moi, mais j'aurais peut-être pas osé. Mais peut-être que ça s'apparente effectivement à quelque chose de très similaire. Ouais, en tout cas, ça t'a parlé, ça a résonné. Ouais. Ouais. Ce que tu as vécu, c'est aussi une épreuve de ta vie qui a fait naître des rencontres, qui a déclenché des découvertes. Il y a parfois des relations qui nous surprennent, qui nous bouleversent alors qu'on n'en attendait rien. Tu m'as parlé donc du coup de ce couple de voisins. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier avec eux ou avec d'autres d'ailleurs, qui t'a apporté quelque chose, qui t'a donné de la force, du courage ? Avec eux, j'ai plein d'exemples. Et ces balades notamment qu'on continue de faire. Betty a 2 chiennes comme moi, j'ai 2 chiennes et on aime bien se retrouver. Ces moments qui sont un peu privilégiés. Puis on rigole vraiment beaucoup. Et je me rappelle de cette balade où je devais vraiment pas être bien. Je crois que Ben n'était même pas encore rentré du doigt. Et avant de partir, les pompes funèbres m'appellent. Ils me disent en fait, vous n'allez pas pouvoir vous occuper du rapatriement de votre mari parce que vous étiez divorcés. Et je crois que je lui réponds violemment et je lui dis mais est-ce que vous foutez de ma gueule ? Et le mec comprend pas, il me dit pardon. Je dis je répète, est-ce que vous vous foutez de ma gueule ? Il me dit je comprends pas. Je dis c'est clair, d'où vous sortez que je suis divorcé ? C'est l'état civil de Rouen qui vient de me le dire.
Je dis, mais faut arrêter. Je lui dis, mais d'où je suis divorcée? Et donc, en fait, il me demandait le contact de ses parents qui allaient gérer le rapatriement. Donc, je l'engueule comme pas possible. Je raccroche et j'avais les 2 chiens en laisse. Betty arrive et me dit, tiens, voisine. Et elle me sort son verre de rosé. Et en fait, on part en balade au mois de mars avec nos 2 chiennes et nos verres de rosé. Et c'était tellement génial, en fait. Le temps, en plus, c'était moche, mais ça m'a fait un bien fou. Je crois que c'est un truc le truc improbable. Et là, par contre, on s'est refait pareil à Noël, notre balade, sauf qu'on n'était pas au rosé parce qu'elle est enceinte. Mais on avait mis Maria Carey, tu sais, All I Want for Christmas is You, en boucle sur YouTube dans notre poche. Et on avait nos chapeaux de Noël et on a fait... donc j'ai effectivement les balades et puis j'ai plein d'autres anecdotes. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles. J'ai lié aussi une amitié nouvelle avec une collègue quand je suis arrivé dans mon travail, qui a beaucoup pris soin de moi aussi. Une personne dont tu n'attends rien, tu la connais pas, elle n'a pas connu mon mari. Et une autre amie où j'avais une bonne relation et qui, elle, je crois, s'est beaucoup projetée. Elle dit, putain, en fait, ça peut m'arriver. Elle avait un mari, elle s'est mariée du coup, très similaire au mien. Et je pense qu'elle s'est tout de suite projetée. Et en fait... elle me demandait pas forcément des nouvelles, mais elle me donnait de ses nouvelles. Et ça, je trouve ça super chouette. Régulièrement, toutes les semaines, j'avais un texto. Voilà ce qu'on a fait à Dieppe. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, c'est la récurrence et la régularité de ces messages, sa persistance dans ce contact qui a fait naître une nouvelle amitié, une relation qu'on n'avait pas du tout. Parce qu'en fait, mon deuil... Enfin, tout le monde a perdu un pote, un frère, un copain. Moi, j'ai perdu mon mari et les enfants, leur père. Et ses parents, un enfant, mais dans notre quotidien, la logistique, c'est vraiment dans ma vie à moi et celle des enfants que ça nous impacte au quotidien. Donc c'est pour ça que les gens ils passent aussi à autre chose, c'est qu'en fait le deuil de Ben, il va pas impacter leur vie de tous les jours. C'est pas parce que Ben est mort qu'ils peuvent pas aller faire des courses ou parce que Ben est mort qu'ils peuvent pas aller chercher leurs enfants, tandis que moi tout est lié, quoi. C'est que Ben n'est pas là, donc il faut que je bosse, il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que je fasse les courses, je sais même plus comment organiser les rendez-vous médicaux et tout. Eux, ça change pas leur quotidien. Et elle, je crois, elle s'appelle Anne, je crois qu'elle s'est vraiment projetée dans cette expérience de vie qui, peut-être, elle se dit, peut-être ça pourrait être la mienne. Et elle n'était pas fan du mariage. Et en fait, on a commencé 2020 par le décès de Ben et on a fini par le mariage de Anne et Matt. Aujourd'hui, toi, comment tu vis ta relation avec tes enfants, justement? Parce que tu parles de cette absence dans le quotidien. Qu'est-ce que tu découvres d'eux et de toi? Je découvre Ben à travers leur visage tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas une journée ou pas une semaine où je leur dis « Oh, je viens de voir papa » ou « T'es tellement comme lui » et ton éclat de rire là, alors que ça fait 4 ans qu'ils l'ont plus vu. Donc je redécouvre Ben à travers eux chaque fois. On va beaucoup parler de lui, on va beaucoup rire aussi. Hier, mon fils m'a sorti un truc, mais c'était tellement du grand Ben. Et j'ai rigolé. Et lui a rigolé. J'avais l'impression de voir Ben qui rigolait quand moi je rigolais. Donc je vais redécouvrir Ben à travers eux. Et puis, je leur découvre une force insoupçonnée, que je ne connaissais pas encore en eux. Une maturité aussi d'esprit qui est impressionnante. Une insécurité aussi également. Et une insouciance qu'ils ont complètement perdue en fait. Quelle place, justement, ont les mots dans ta maison? Quelle place ont les souvenirs, les photos, lorsque vous êtes tous ensemble? Tiens, je viens de finir mon album. Depuis 2021, je fais ça. Je fais mon album des best moments, des meilleures photos de chaque année. Je crois que j'ai commencé en début 2022, où j'ai fait tout 2021, qui était la première année complète sans Ben. Et je dis, vas-y, tu fais 2020 aussi, parce que finalement, Ben n'a vécu que 6 semaines en 2020. Et les enfants et moi, on était super contents. On a fait ça, et on a fait ça. Et en fait, on sourit sur les photos.
parce que forcément je vais pas mettre des photos nous on fait la gueule, même si on en a où on fait des grimaces. Et donc ces photos, elles sont superbes en témoin de tout ce qu'on a fait dans l'année. On a fait tout ça en fait ensemble, tous les 4. Alors, c'est compliqué parce que Ben n'y figure plus, mais c'est un chouette archivage de notre parcours tous les 4. Et là, je viens de recevoir celui de 2023 et chacun les regardant en disant ouais, il est chouette. Et puis, c'est marrant, j'avais une copine qui s'était foutue de moi, puis vraiment une copine, au moment de notre mariage. Et au moment du mariage, tu prends plein de photos. Et donc, j'avais encadré nos photos de mariage. Et elle m'avait dit, tu penses les garder longtemps, tes photos ? Et en fait, ça m'avait hyper choqué qu'on me dise ça, parce que, oui, je pense les garder toute ma vie. Et heureusement que j'avais ces photos-là, en fait. Parce que c'est le souvenir de ce qui a existé, ce qu'on a été. Et dans ma chambre, j'ai toute une étagère, plein de photos. Encore ma fille en a pris une l'autre jour en disant « Vous étiez tellement jeune sur la photo ». Je dis « Ouais, on était tellement beaux aussi ». Pour moi, les photos, c'est hyper important, surtout de les imprimer, de garder cette trace. Et puis, Ben avait laissé son empreinte à travers les objets de la maison. C'était un passionné d'aviation, donc on a des avions un peu partout. Ça me viendrait même pas à l'esprit de les enlever ou autre. Ils sont un peu incrustés dans les murs. Il avait eu cette bonne idée de tout refaire à neuf dans la maison, les canapés, la vaisselle et tout. Donc en fait, il est un peu imprégné partout. Est-ce que parfois tu as peur d'oublier le visage, le timbre de la voix, oui. D'oublier d'en parler, d'y penser? Comment tu le vis, toi, ce temps qui passe et peut-être, j'ai 2 grosses Madeleines de Proust, mais c'est impressionnant ce que ça renvoie dans le passé. Je peux pas trop en abuser parce que sinon j'aurais du mal à remonter. C'est la musique. Moi, je suis pas une fan de musique, mais Ben était une grande fan de musique. Il avait une playlist particulière et il y a certaines chansons, ça me remet dans... Vraiment, j'ai l'impression qu'il est là, je le revois ensemble. C'est une machine à remonter le temps, quoi. Et ça, c'est compliqué parce que je peux vite sombrer à ce moment-là. Ouais, il en faut des moments comme ça où tu reviens. Et le parfum, ou les parfums, les odeurs, notamment les odeurs en cuisine. Moi, il y a une chose qui me replonge, mais comme si c'était lui, c'est le citron vert. C'est vraiment très très fort, et son parfum aussi à lui. Ça, ce sont 2 choses qui vraiment, beaucoup plus que les souvenirs, vont vraiment te replonger dans ces moments-là. Quand la personne qu'on aime disparaît, c'est une autre forme de relation, de lien qui s'installe. Il y a plein de manières de le faire vivre en soi. Comment ça se passe pour toi? Donc il y a justement, ça passe par le sensoriel. Oui, le sensoriel. Tu as des synchronicités aussi, mais je vais d'abord te parler de cette espèce de dialogue intérieur. Ma mère fait ça aussi avec son mari, mon père. Surtout quand elle est en colère. Elle dit « Putain Thierry, tu vas nous aider là, envoie-nous un signe ». Et je vais faire ça aussi, où j'ai l'impression de me faire la conversation dans ma tête. Et des fois, je lui fais « Oui, je sais, c'est ce que tu dis, mais t'es pas dans mes baskets en ce moment et c'est pas toi qui es en train de gérer. » Donc, je fais cette conversation intérieure qui me relie à lui. Et puis, je me suis quand même ouverte à pas mal de signes, pas mal de choses qui se sont passées, notamment autour des 14, parce qu'il est, comme je te disais, c'était le 14 février. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire la relation dans l'année qui a suivi son décès. Des choses se sont passées les 14. Ma fille rentrait dans sa 14e année. Et Ben avait, à chaque fois quand il disait qu'il avait vécu sa best life, c'était quand il avait 14 ans. Et ça, je le savais. Il me l'a répété, mais pendant... on allait fêter nos 15 ans de mariage. C'était ses 14 ans. La meilleure année de sa vie, c'est ses 14 ans. Est-ce que j'ai fait une fixette sur les 14 ? Peut-être aussi parce que je voulais transformer ce 14 février en jour de mémoire plutôt qu'en jour de deuil. Mais on a des belles choses qui sont arrivées le 14. Et à force de répétition, je me dis non mais ça peut être que lui. Et les enfants aujourd'hui le voient aussi. Alors soit on donne ce sens, soit il y est vraiment. Mais tu vois, l'autre jour, mon fils me dit, c'était la fin de la saison de basket, et il me dit, on avait le droit de choisir une serviette de sport. J'ai le 14. Et je dis, c'est toi qui on te l'a donné ? Non, je l'ai choisi. Donc volontairement, je trouvais ça génial qu'il n'associe pas le 14 à la mort de son père, mais à son père, tout simplement. Et j'ai eu des belles choses, des choses bizarres qui sont passées les 14 avril 2021, donc 1 an après son décès. L'hôpital m'appelle, là où il avait été opéré, et me dit bonjour, je voudrais parler à monsieur Chapman. Je dis, ça va être embêtant, mais c'est à quel sujet ? On aimerait savoir comment il va 1 an après l'opération. Je dis pardon. Oui, on fait ça, on a un suivi de chaque patient, et je dis vraisemblablement, il y a une information qui vous manque dans le suivi, c'est qu'il est décédé quelques jours après l'opération. Donc tu sens la fille hyper gênée au bout du fil. Je vais peut-être l'envoyer un petit peu balader, suivez un petit peu mieux vos patients, parce qu'en plus les 2 cardios, je les ai rencontrés, ils étaient bien au courant. Et je raccroche et j'envoie un message à mes copines en disant « Non mais vous savez pas croire ce qu'on vient de me dire, on m'appelle pour savoir comment va mon mari ».
Et je crois que je fais le lien et je dis, en plus on est le 14 avril, et là je me dis, mais en fait, c'est peut-être lui en fait qui m'appelle en me disant quelque part, comment tu vas toi ? Et en fait, j'ai plein de choses qui sont passées comme ça, sur des 14. Alors, on y voit ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, je sais que Bien ça sûr. m'aide beaucoup dans ce deuil. Qu'est-ce que tu en penses justement, toi, de l'expression faire son deuil ? Qu'est-ce que ça représente pour toi, faire son deuil ? C'est une question que j'ai posée à ma psychologue bien avant le décès de Ben, quand j'étais encore en train de gérer le décès de mon père. Et elle me dit, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose en fait ? Est-ce qu'on fait vraiment son deuil ? Il n'y a pas de prescription au deuil. Tu vois, j'ai fait une formation d'accompagnement au deuil avec l'association Happy End, et il n'y a pas de prescription. On dit aujourd'hui qu'en dehors d'1 an ou 2 ans, tu es dans un deuil pathologique. En fait, pas du tout. On n'est pas sur une pathologie, on n'est pas sur une espérance de vie, on n'est pas sur une durée de traitement. Non, je pense que c'est très humain de vouloir quantifier. Mais un deuil, il se traverse, pour moi, il se vit plutôt qu'il se fait. Et dans la notion de faire son deuil, tu as une notion d'achèvement. Je pense que toutes les veuves avec moi peut-être s'accorderont pour dire, non, je pense franchement que tu n'achèves pas ça, il fera toujours partie de toi. Tu peux pas dire à quelqu'un qui a perdu son enfant, ça y est, t'as fait ton deuil. Elle aura toujours perdu son enfant. Qu'est-ce que cette épreuve dans ta vie a fait émerger ? Dans tes relations avec ton entourage, tu dirais quoi ? Beaucoup de choses, beaucoup de bienveillance envers les autres, et notamment vers les plus vulnérables. On parlait du handicap. Je vais être beaucoup plus empathique, beaucoup plus dans l'aide, l'entraide. J'avais jamais eu d'engagement bénévole avant. Aujourd'hui, j'interviens bénévolement pour l'association Happy End, où je vais justement animer des groupes de parole pour les veuves. J'avais coutume de dire que j'aimais pas les gens, alors qu'en fait aujourd'hui, je vais être beaucoup dans le partage et beaucoup dans l'entraide. Ça m'aide aussi dans mon métier, de me mettre à la place des étudiants. Et j'ai vraisemblablement développé un peu des antennes pour repérer ou attirer les étudiants qui ont vécu un deuil et qui le vivent encore. Et j'ai une jeune qui a perdu son papa à la rentrée et qui est venue se confier à moi. Beaucoup d'écoute aussi, donc ça a beaucoup joué. Et puis en tout cas, dans les choses positives qui ont émergé, ce sont des très très belles rencontres. Et je me dis, c'est génial d'avoir rencontré ces personnes-là, même si en fait je les ai rencontrées parce que mon mari est mort, sinon je les aurais peut-être jamais rencontrées. Mais je pense à Caroline qui co-anime les petites veuveries avec moi. Des groupes de parole, du coup, c'est bien ça, voilà, entre effectivement, les groupes... femmes qui vivent le veuvage. Voilà, c'est ça. Donc, mais en fait, c'était ma volonté de faire quelque chose de positif de ce deuil, et j'aurais jamais soupçonné que je pouvais faire quelque chose que des choses aussi positives puissent émerger de ce décès. Et qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans tes relations avec les autres ? Qu'est-ce qui est fondamental ? Tu dirais quoi ? Peut-être l'authenticité. Qu'est-ce que tu veux dire par authenticité ? De réussir à exprimer vraiment ce qu'on ressent, de ne pas avoir peur de ce que l'autre peut dire. La régularité aussi du lien. C'est difficile aujourd'hui, notamment quand on vit à distance, d'avoir des relations régulières si tu n'y mets pas du tien. Ça prend du temps de garder ce lien-là, et c'est pas si facile que ça en fait. Moi, j'ai envie de te demander justement, quand tu parles de s'impliquer, de la dimension justement de la volonté, dans le fait de faire perdurer le lien, de le faire vivre, quand justement t'es terrassé par le chagrin, par la tristesse, ça peut être difficile, tu vois, de se battre pour préserver les liens avec notre entourage. Oui, parce que t'es déjà sous pied sous terre. Ouais. En plus, tu reçois souvent des « prends soin de toi ». Tu dis « putain, c'est à moi de faire ça en plus ». Je pense pas déjà des enfants, de la maison, du jardin, de mon boulot, et en plus, il faut que je prenne soin de moi. Et effectivement, celui qui prenait soin de moi, il n'est plus là. Prendre soin des autres, ça prend du temps. Je me suis rendu compte que chez moi, ça mobilisait une mémoire que je n'ai plus. Ça veut dire qu'il faut que je pense que, tiens, cette personne-là, elle commence son cours de poterie aujourd'hui. Donc, je vais lui envoyer un petit message d'encouragement. Ou, tiens, aujourd'hui, c'est le premier jour de congé maternité de ma voisine Betty. Et en fait, tout ça, je les ai oubliés. J'ai oublié, je n'avais plus la place de penser à des réflexes de relations sociales. J'étais complètement déphasé. Là, je commence à reprendre le dessus sur ce type de réflexe depuis peu de temps, en fait. Et pour toi, qu'est-ce qui a permis que ça revienne ?
parce que mes enfants sont plus grands, j'ai plus de temps pour moi. J'ai beaucoup donné pour mon travail pendant 3 ans et donc du coup en fait j'ai bien avancé sur la préparation de mes cours et ce qui fait que le soir je suis plus disponible. Je sors de 3 ans de succession aussi et des dossiers de succession ça te prend un temps fou, une énergie dingue et ça te monopolise tous les neurones, l'inquiétude, puis le deuil fait quand même son chemin, t'apprends à vivre avec. Je pense que ça te libère des espaces peut-être dans ta mémoire, qui fait que... Mais je suis même allée jusqu'à passer un IRM du cerveau en 2021, je crois. Parce qu'en fait, j'avais des journées entières que j'avais oubliées. Et ma fille me dit, mais rappelle-toi, on a acheté le livre ensemble, c'est toi qui as payé. Parce que elle m'a offert un livre à Noël, je dis, oh, c'est génial, je le voulais, comment t'as su? Et elle m'a regardé en disant, c'est toi qui l'as acheté avec moi. Et là, je me suis dit, oh, j'ai perdu des journées entières de ma vie, où j'arrive à recoller les morceaux. Donc là, ça y est, je pense que les morceaux se recollent d'eux-mêmes et j'ai des réflexes qui se font plus naturellement. Tous nos chagrins, ils cherchent à être consolés. Selon toi, ça passe par les autres ou ça passe par soi? Je pense que les autres aident, notamment dans un premier temps, mais que tu es vraiment la seule qui peut faire quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, quand on me pose la question, c'est pas souvent qu'on me la pose parce qu'ils savent qu'ils ont intérêt à bien formuler leur question de est-ce que tu te vois en couple et comment tu envisages ta vie amoureuse. Moi, s'il y a une chose que j'ai comprise, c'était que je voulais vivre pour moi. Ben était quelqu'un de génial, mais fallait suivre le rythme. Et en fait, j'ai vécu 15 ans très sportif avec lui. Donc là, en fait, je voudrais prendre 15 ans pour moi, limite. Donc je pense qu'effectivement, cette consolation, c'est moi qui vais la trouver. Je la trouve justement à travers tout ce que je fais, à travers ce partage dans ce podcast avec toi, puisque de prendre le temps de venir me voir, de m'enregistrer, tu légitimes en fait ma tristesse et mon expérience de vie. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que j'ai vécu. Et donc ça, en fait, j'allais dire, j'ai pas besoin de beaucoup d'autres pour le faire. Et indirectement, je sais qu'une fois que le podcast sera diffusé, je vais recevoir des messages qui vont aider aussi à ma consolation. Donc les autres, oui, ils participent, mais t'es forcément... Enfin, moi, j'ai compris que j'en étais l'actrice. Ce que tu es en train de me dire, c'est que, en fait, t'as le choix, quoi. Tu peux le choisir ou tu peux ne pas le choisir. Ouais. Et ça, je l'ai compris parce que je l'ai pas choisi. Je savais pas que j'avais ce choix-là quand j'ai perdu mon père. Et en fait, j'étais envahie d'une colère qui était énorme, qui m'a consumée pendant 20 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de ne pas retomber. Au décès de Ben, rapidement, je me suis dit, il n'y a pas moyen que je revive ce que j'ai vécu. Et je savais que si je retombais dans ça, ça allait être grave. Et je voulais pas retomber dans la dépression, je voulais pas retomber dans les excès, dans vraiment ce dark side que j'avais connu. T'as le choix, par contre, est-ce que t'as la force? Ça, c'est autre chose. Je pense à des veuves qui ont perdu leur mari après une longue maladie, quand t'es épuisé de 2, 3, 4 ans de combat contre la maladie à soutenir ton mari. Comment tu trouves la force de ce choix-là? Je sais pas. C'est bien mystérieux. Ouais. Alors certains vont les trouver dans la religion, dans la spiritualité, dans la nature, dans le sport, dans autre chose, mais c'est une traversée qu'on doit chacun... Traversée, ouais. Et c'est ce qui m'a inspiré justement ce projet de guide pratico-pratique sur le deuil où j'ai... Donc là, j'avance dans ce projet-là. J'ai recueilli beaucoup de témoignages de ce que ces hommes et ces femmes ont fait et qui les avons aidés dans leur chemin de deuil, dans cette traversée. Et a posteriori, ils ont été capables de dire, ouais, en fait, ça m'a aidé. Et pourquoi? Et comment ça a fait écho? Mais ça, c'est à nous de le trouver. Et à un moment donné, il faut réussir à se forcer. Parce que, enfin, se forcer, c'est facile à dire, mais je te dis comment on trouve la force et je te dis qu'il faut se forcer. Mais... En tout cas, la création a vraiment son rôle à jouer. Oui, parce que je me suis rendu compte, et j'avais lu un bouquin qui relate ça, notamment la puissance des mains et du travail des mains. Et d'ailleurs, ça a été quelque chose qui a été prescrit aux soldats de la Première Guerre mondiale. C'est gueule cassée qui étaient traumatisés parce qu'ils avaient vécu, puisque c'était quand même une boucherie sur le front, dans les tranchées. Et en fait, on les a mis à faire du tricot. Et on s'est rendu compte que c'était hyper thérapeutique, parce que pendant que les mains tricotaient, l'esprit lâchait prise. Et je me suis rendu compte de ça. Ça devait être au mois d'avril 2020, donc tu vois, 2 mois après le décès de Ben, où je suis dans mon jardin, je mets mes écouteurs. Donc je suis en train de jardiner dans un tout petit bac à sable et je me surprends à chanter. Et je crois même que j'ai fait un bond
recul, j'ai fait un recul en disant mais comment je peux chanter, je suis en deuil, je chante, ça veut dire que je suis heureuse alors que j'ai perdu mon mari, et comment c'est possible? Et en fait je me suis rendu compte c'est parce que j'avais les mains dans la terre et que j'étais simplement occupée et je me suis autorisée à chanter. Et là je me dis voilà, ce bouquin que j'avais lu, je ne l'ai pas lu pour rien parce qu'il était dur à lire, mais il avait expliqué combien les mains ont un rôle à jouer dans notre bien-être. En tout cas, j'emporte avec moi cette phrase que je trouve hyper belle, un deuil, ça se fait pas, ça se traverse. Ouais, ça se traverse et je pense qu'il se termine avec ta propre mort en fait. Tu l'emmènes jusqu'au bout, t'apprends à vivre avec. T'as des images comme ça où finalement c'est toi qui grandis autour du deuil. C'est pas le deuil qui va te consumer, c'est toi qui vas apprendre à grandir autour. Le montage de cet épisode a été réalisé par Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos évolutions et transformations intérieures. Parce que souvenez-vous, nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Je vous retrouve tous les mois pour un nouvel épisode.